Le jeudi 1er octobre 2009, dans la ville canadienne de Laval, Natacha Cournoyer, une femme de 37 ans, quitte son travail un petit peu plus tard que d'habitude, à 20h07 précisément, comme l'attestent ces images de vidéosurveillance qui la montrent en train de quitter le bâtiment. Après ça, Natacha ne donnera plus signe de vie. Elle ne rentrera pas chez elle, ne répondra plus à son téléphone portable et ne viendra pas rendre visite à sa mère pendant son jour de congé, comme c'était prévu, le lendemain. En fait, Natacha n'est plus vivante. 5 jours plus tard, le 5 octobre, elle est retrouvée morte dans des broussailles, sous un pylône, en bordure du Saint-Laurent, à l'est de Montréal. Ça ne fait aucun doute, Natacha a été assassinée. Mais par qui? Comment est-ce possible? Natacha était une femme sans histoire. Il va falloir du temps aux enquêteurs pour comprendre ce qu'il s'est passé. Et ce, en analysant les images de vidéosurveillance du soir de sa disparition, ce fameux soir où Natacha quitte le travail. Bonjour à tous, j'espère que tout va bien. Je suis ravi de vous accueillir pour une toute nouvelle vidéo. J'accueille tous ceux qui viennent peut-être de nous rejoindre ou qui découvrent cette vidéo. On approche tranquillement les 60 000 abonnés, donc merci pour ça. Et j'ai remarqué une chose en regardant les statistiques des vidéos, c'est que la plupart d'entre vous qui regardez les vidéos n'avaient pas forcément activé la petite cloche de notification, ce qui fait que heureusement, la suggestion YouTube joue un petit peu son rôle, mais sinon, la plupart d'entre vous, en fait, passent à côté de certaines vidéos. Donc, si vous voulez être au courant en temps réel de la sortie des vidéos, n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez informé directement, par exemple, sur votre téléphone portable. On va rentrer dans l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous emmène au Canada. Ça me permet du coup de faire un gros coucou à tous ceux qui me regardent du Canada. Je sais que vous êtes très nombreux, à chaque fois vous me le dites dans les commentaires, donc merci beaucoup. Je ne suis jamais allé au Canada. Ce sera peut-être l'occasion dans les prochaines semaines, les prochains mois, j'ose espérer. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si justement vous êtes de là-bas, et merci encore pour votre soutien. On ne perd pas de temps et on rentre directement dans cette histoire, la terrible histoire de Natacha Cournoyer. En 2009, Natacha Cournoyer est donc une femme âgée de 37 ans. Elle est fille unique, sa mère s'appelle Louise Cournoyer et, ironie du sort, le père de Natacha vient tout juste de décéder. Elle est décrite comme joyeuse et bon public, Natacha. Elle travaille comme spécialiste des relations publiques pour le service correctionnel du Canada, à Laval précisément, une ville du Québec, située dans la banlieue de Montréal. On va rapidement passer sur la présentation de Natacha pour nous intéresser aux faits. Nous sommes le 1er octobre 2009. Ce jour-là, qui est un jeudi, est un jour ordinaire pour Natacha, qui arrive à son bureau en début de matinée. On la voit d'ailleurs, regardez, rentrer dans les locaux à 9h04. Elle est enregistrée par une caméra de surveillance. Elle est venue, comme tous les jours, en voiture. Voiture qu'elle a garée ce matin-là à 300 mètres de son lieu de travail, près d'un sous-bois, parce qu'il n'y avait plus aucune place de libre sur le parking principal. Et généralement, quand c'est comme ça, la plupart de ceux qui bossent ici vont se garer donc sur ce parking. Et il est important de préciser qu'elle est vraiment garée dans le fond du parking, vraiment près de ce sous-bois. Ses collègues, ce jour-là, ne remarquent absolument rien d'inhabituel dans son comportement. La seule différence, ce 1er octobre, c'est que Natacha prévoit de travailler un petit peu plus tard que d'habitude. En fait, elle est en congé le lendemain. Le lendemain sera un jour un peu particulier pour elle, puisqu'elle doit passer la journée avec sa mère. Il faut savoir que Natacha vient de perdre son père et elle prévoit en fait de manger ensemble pour ensuite aller choisir la pierre tombale, donc du père de Natacha. Donc c'est vrai que elle est comme à son habitude, mais ce jour-là, elle est peut-être un petit peu plus triste que d'habitude, c'est tout.
Elle quitte effectivement le service correctionnel situé place Laval à 20h07 précise, comme le montre encore une fois cette image de vidéosurveillance. Elle est vêtue d'un t-shirt bleu pâle, sous un manteau de cuir marron, ses cheveux sont détachés, elle porte un sac en bandoulière, elle a un parapluie dans une main et un sac plastique blanc dans l'autre. Elle a l'air, en tout cas, selon les images, plutôt décontractée, c'est la fin de journée. Dans un autre extrait vidéo d'une caméra qui donne sur l'extérieur, on distingue une silhouette qui porte un sac en plastique blanc, en train de traverser le parking. Il s'agit très certainement, puisqu'il n'y a pas d'autres personnes à ce moment-là, de Natacha. Puis, on la voit disparaître dans une zone d'ombre à 20h09 et 2 secondes précisément. Il fait en fait, vous le voyez, trop sombre pour que l'on puisse voir la voiture de Natacha qui est donc garée tout au fond près du sous-bois, mais on l'imagine. Ces images-là, celles que l'on vient de voir, sont les toutes dernières preuves de vie de Natacha, parce qu'elle ne donnera plus aucune nouvelle. Elle n'ira pas chez sa mère le lendemain. Elle ne répondra plus à son téléphone portable. Et ça, c'est inquiétant. C'est le conjoint de Natacha, qui s'appelle Michel Trottier, qui va s'inquiéter en premier. Le couple s'aime depuis environ 4 ans, mais ne vit pas ensemble, ils ont chacun leur appartement. Ce matin du 1er octobre, Michel Trottier avait envoyé un mail à Natacha. Un mail dans lequel il exprimait ses émotions au sujet de leur relation. En fait, depuis quelques mois, le couple, qui s'était déjà séparé par le passé, se remettait en question. Ça se passait un petit peu moins bien. La dernière fois qu'il a parlé à Natacha, c'était en fin d'après-midi par téléphone. À partir de 20h, il a essayé de la joindre chaque demi-heure jusqu'à ce qu'il aille se coucher, vers 23h, c'est ce qu'il racontera, mais ses appels et ses messages, sont restés sans réponse. Il a essayé de la rappeler une autre fois en pleine nuit, vers 3h du matin, et encore là, il est tombé sur la messagerie vocale de Natacha, après que le téléphone ait sonné plusieurs fois dans le vide. Et c'est ça, en fait, qui va commencer à l'inquiéter. Parce qu'il connaît Natacha. Il sait qu'à chaque fois que Natacha va se coucher, elle éteint systématiquement son téléphone portable. Il décide donc, dès le lendemain, de se rendre en premier sur les lieux, donc au travail de Natacha. Il est environ 15h30. Nous sommes le vendredi 2 octobre 2009. Les collègues de Natacha sont assez surpris de voir Michel arriver au travail. Ils se demandent ce qu'il fait là. C'est à ce moment-là qu'il explique que tout le monde s'inquiète parce que Natacha est aux abonnés absentes. Il se rend donc au niveau du parking où Natacha est égarée, au numéro 1, précisément place Laval, et constate que la voiture de Natacha, cette Mazda, est toujours là. Elle n'a pas bougé. Et là, l'inquiétude grandit. Et il téléphone à la police locale. Les policiers de Laval vont rapidement arriver sur place et commencer les premières recherches. Nous sommes aux alentours des 18h, donc ce vendredi 2 octobre. Ils inspectent la voiture de Natacha. Rien de probant, il y a juste une égratignure sur la portière avant, côté conducteur, mais c'est ce qu'ils se disent, et ce sera avéré plus tard, c'est sûrement quelque chose qui remonte à plusieurs jours. La police va perdre quelques heures précieuses dans cette affaire, puisque ce n'est que le 3 octobre qu'un avis de disparition concernant Natacha est émis, et que le 4 octobre que des recherches plus poussées sont effectuées, avec notamment un hélicoptère. La mère de Natacha, Michel Trottier, les amis de Natacha, tous sont persuadés que quelque chose de grave est arrivé à Natacha, que Natacha a été enlevée à la sortie de son travail. Ça paraît évident, puisque sa voiture est toujours là. D'ailleurs, la meilleure amie de Natacha va écrire une lettre qu'elle diffusera sur Internet, implorant le ou les ravisseurs de la libérer. Mais 4 jours après la disparition de Natacha, c'est l'effroi. Vers midi, 2 ouvriers découvrent, pendant leur pause déjeuner, sous un pylône, à l'angle de la 36e avenue et de la rue Notre-Dame, dans le secteur Pointe-aux-Trembles, à Montréal, le corps d'une femme, dans un bosquet. Le verdict tombe. Il s'agit du corps de Natacha Cournoyer. D'ailleurs, sa carte d'identité ainsi que d'autres objets lui appartenant seront retrouvés le long de l'autoroute 19 à Laval. Natacha
a été frappée et étranglée à mort. Le bouton de son pantalon était détaché et la fermeture éclair baissée. Elle avait une poignée de cheveux dans une main, ça c'est important, des cheveux qui ne lui appartenaient pas, et elle était pieds nus. Son visage portait des marques de violence. Tout près de son corps, les policiers ont saisi une bouteille de bière, des préservatifs et une barre de fer. Tous ces éléments, vous le voyez, qui sont très précieux, puisque ça va permettre d'établir un ADN. D'une affaire de disparition, donc, eh bien, on part sur une affaire de meurtre. Là, les policiers vont devoir mettre les bouchées doubles. La première personne qui va être soupçonnée dans cette affaire, eh ben, c'est le conjoint ou l'ex-conjoint, c'est pas très clair en fait à ce moment-là. Michel Tournier. Les relations étaient tendues entre les deux. Mais étaient-elles tendues au point de la tuer? Eh bien, cette piste est écartée. Michel est extrêmement touché par ce meurtre. Et en plus de ça, il réussit avec succès le test du polygraphe. Il ne ment pas. Pour obtenir des indices sur le ou les auteurs du crime, les policiers vont pouvoir s'appuyer sur un élément très important, les images de vidéosurveillance fournies par l'agent de sécurité responsable des caméras de surveillance de la place Laval. Et ils vont passer, écoutez bien, une journée entière à tout analyser, notamment les images du parking. Même si ces images ne sont pas d'une très bonne qualité, même si la caméra est loin de l'endroit où est garée Natacha, ils observent que Natacha s'est bien dirigée vers le fond du parking. Elle disparaît dans l'obscurité. Mais après quelques minutes, eh bien on peut voir les phares de la voiture s'allumer et la voiture commencer à se déplacer. Mais chose étrange, la voiture ne se déplace pas vers la sortie, mais plutôt vers le côté opposé du parking, d'où en fait, vous comprenez, elle est arrivée. Et ce que les policiers remarquent, c'est que la voiture en question s'est arrêtée. Elle a éteint ses phares et elle est restée ici une vingtaine de minutes avant finalement de se diriger vers la sortie. Mais il y a un souci dans tout ça. Le souci, c'est que la voiture que l'on vient de voir sur les images n'est pas la voiture de Natacha, ce n'est pas la Mazda. C'est un véhicule de style fourgonnette, qui était donc, c'est ce que l'on comprend, garé tout près de la voiture de Natacha Cournoyer. La voiture que l'on voit donc démarrer pour se déplacer vers l'autre partie du parking, vers 20h30, ce 1er octobre, n'est pas la voiture de Natacha. Et cette camionnette, donc, quitte 25 minutes plus tard la place Laval en direction du boulevard des Laurentides. Une fourgonnette d'ailleurs qui serait rentrée, écoutez bien, dans le parking, encore une fois, selon l'analyse des images, à 18h35. Ça veut dire que la fourgonnette s'est garée là 2 heures, allez, quasiment 2 heures, avant que Natacha ne sorte de son travail. En attendant les résultats de l'analyse ADN, les policiers vont tenter de découvrir donc l'identité du propriétaire de cette fameuse fourgonnette, qui est, c'est ce qu'on apprend après, une Ford Windstar 2002 de couleur bleue. Une policière va alors avoir une idée qui va permettre à l'enquête d'avancer. En fait, elle va analyser les registres d'enregistrement de 2 hôtels qui, à l'époque, en 2009, se situaient tout près du lieu de travail de Natacha. Et là, bingo. Ils s'aperçoivent, écoutez bien, qu'un homme possédant une fourgonnette Ford Windstar 2002 de couleur bleue a passé la nuit dans la chambre numéro 23 du Lido Hotel la nuit de la disparition de Natacha.
Cet homme est identifié, il s'appelle Claude Larouche. C'est un menuisier de 49 ans. Et ce Claude Larouche n'est pas un inconnu des fichiers de la police. C'est un délinquant sexuel enregistré, qui, écoutez bien, avait été en prison à 2 reprises. Son crime, peut-être le plus récent, remonte à l'année 2003, où il a tenté d'enlever une fillette de 9 ans. Il a également agressé sexuellement une femme de 19 ans en 1991 à Jonquière, précisément. Et on apprendra un petit peu plus tard qu'il a également tenté de tuer une prostituée 2 semaines après le meurtre de Natacha, au moment où tout le monde essayait de trouver une piste. Il est marié à une femme avec laquelle il a eu 2 enfants, 2 fils. La petite famille vivait tranquillement, entre guillemets, dans une maison située à 10 minutes du lieu de travail de Natacha. Immédiatement, la police judiciaire passe au peigne fin la voiture de Claude Larouche. Ils font la même chose dans cette fameuse chambre numéro 23 du motel Lido, à la recherche évidemment d'indices. Les scientifiques font des prélèvements sur le plancher de la salle de bain de cet hôtel, ainsi que sur les rideaux. Des traces de sang sont retrouvées dans la camionnette, du sang qui, on l'apprendra plus tard, appartient à Natacha. Et les choses s'accélèrent quelques jours plus tard, avec ces résultats des analyses d'échantillons d'ADN prélevés sur le corps de Natacha. Ça match avec l'ADN de Claude Larouche, qui, je vous le rappelle, avait déjà un fichier. Les policiers se rendent donc là officiellement au domicile de Claude Larouche. Ils l'embarquent. Il est interrogé pendant environ 6 heures. Il ne craque pas. Il ne craque pas, mais toutefois il lâche une phrase assez incroyable. Voici ce qu'il dit aux policiers pendant son interrogatoire. « Si je veux tuer quelqu'un, eh bien je vais à la chasse. » Le procès de Claude Larouche s'ouvre en juin 2011. Il est accusé du kidnapping et du meurtre de Natacha Cournoyer, avec cette question qui va être le fil rouge du procès. Était-il en chasse ce soir-là, ou son acte était-il un acte instinctif? En gros, est-ce qu'il n'avait pas prémédité ce crime? Un témoin arrive à la barre. Cet homme, qui se prénomme Sylvain, déclare que le 1er octobre 2009, donc le soir du meurtre de Natacha, vers 19 heures, alors qu'il promenait son chien sur la piste cyclable, près du bois, le fameux bois qui jouxte la place de stationnement, qui jouxte la place Laval. Il a croisé une joggeuse et a vu un homme surgir du bois, tout près de cette joggeuse. Il a eu l'impression de le déranger. L'homme qui venait de surgir a immédiatement pris la fuite en voyant Sylvain. Sylvain n'a pas pu l'identifier formellement, étant donné que l'homme avait une capuche sur la tête. Voici ce qu'on apprend donc durant le procès, notamment sur la chronologie des faits. Voici ce qu'il se serait passé cette nuit-là. Claude Larouche avait bel et bien garé donc sa camionnette sur ce parking près de la voiture de Natacha cette nuit-là. En fait, il était en chasse. Il cherchait tout simplement une victime. C'est par simple hasard, très certainement, qu'il s'est garé près de la voiture de Natacha. Il avait consommé beaucoup de drogue. Il s'est mis donc à la recherche d'une potentielle victime, attendant dans les bois, comme l'a confirmé Sylvain. C'est là qu'il aurait donc essayé de sauter sur la joggeuse. Mais il a été dérangé et est revenu un peu plus tard à sa camionnette. Malheureusement, il croise la route de Natacha Cournoyer, qui était en train d'ouvrir la portière de sa voiture. Il la surprend, il se jette sur elle, il l'enferme dans sa fourgonnette, il l'assomme, il la ligote, et ensuite, il la viole. Il laissera le corps de Natacha toute la nuit dans sa fourgonnette pour l'abandonner donc le lendemain dans un terrain vague, là où on l'a retrouvé. L'avocat de la défense, l'avocat de Claude Larouche, parlera pendant le procès, je cite, ce sont ses mots, d'un terrible incident. Il est arrivé ce soir-là quelque chose qui n'était pas prévu. Claude Larouche, en fait, s'est rendu dans ce parking, place Laval, pour rencontrer un vendeur de drogue. C'était son but. Il s'agit, encore selon les mots de l'avocat, d'un affreux hasard. Il s'est garé à côté de la voiture de Natacha. Elle l'a surpris alors qu'il était en train de consommer de la drogue dans sa fourgonnette. Et lui, il a eu le réflexe de se bagarrer avec elle. Il l'a enfermée dans sa voiture.
Et après avoir passé près d'une heure avec elle eh bien, dans sa fourgonnette, il l'a emmenée au motel, le motel Lido, où là, une autre bagarre a éclaté. C'est au terme de cette seconde bagarre, encore une fois selon les mots de l'avocat, qu'il l'a étranglée sans le vouloir. C'est sa version des faits. Mais Claude Larouche sera déclaré coupable de meurtre prémédité le 23 juin 2011 par un jury composé de 8 hommes et 4 femmes. Voici les mots de la procureure. Natacha Cournoyer était une femme comme vous et moi. Cela aurait pu arriver à n'importe qui d'entre nous. Claude Larouche écope automatiquement une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Voici ce qu'a déclaré le juge. Vous aurez à réfléchir à ce que vous avez fait le reste de votre vie. Les funérailles de Natacha Cournoyer sont célébrées dans une église de Saint-Sauveur le dimanche 18 octobre 2009, en présence évidemment de tous ses amis, de tous ses proches, de sa famille, de son conjoint, Michel, qui d'ailleurs écrira une lettre pour Natacha qu'il partagera sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, une lettre dans laquelle il crie sa douleur. Voici ce qu'il dit. Je tente de comprendre comment on a pu t'enlever ce que nous avons de si précieux, la vie. Comment se fait-il qu'un homme puisse, à ce point, répandre autant de cruauté, prendre la vie d'une aussi jolie jeune femme, avec tant de violence, quelle lâcheté, quelle façon ignoble de vivre. Ma rage saigne mes gencives, elle me glace le sang, me transperce le cœur. Pendant ces jours qui parurent des siècles, j'ai découvert en moi une force surhumaine. Cette puissance se nomme Natacha. J'ai été, pendant un long moment, en état de choc, impossible d'être véritablement heureux de cette décision, impossible de festoyer, car rien ne pourra jamais ramener Natacha. Larouche demeure à mes yeux un faible qui ne mérite aucune attention de notre part. Jamais je ne pourrai saisir les raisons qui poussent un homme à faire du mal à une femme. La femme est à mes yeux ce qu'il y a de plus beau, elle est sensible, fragile. Lui faire violence est inacceptable. Cette étape majeure marque la fin d'un cauchemar qui dure depuis le mois d'octobre. C'est la sécurité et le respect de la femme qui ont été bafoués par cet acte de violence. En reconnaissant la culpabilité de cet homme, les jurés redonnent à Natacha sa dignité et réfutent ces allégations aberrantes, farfelues et totalement insensées des faits. Il ne faut sous aucune considération accepter la violence et cette décision semble démontrer toute la confiance qu'on peut avoir face à la justice.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci encore une fois d'être resté jusqu'au bout. C'est peut-être une affaire que vous connaissiez, vous qui vivez peut-être au Québec, hein, une affaire dont vous avez entendu parler. Si certainement, si j'ai oublié des choses, peut-être des détails, hein, même si j'ai essayé d'enrichir un maximum mes recherches, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on échange hein, sur les, je sais pas, peut-être des nouvelles un petit peu plus fraîches sur cette histoire directement, directement de chez vous, directement du Québec. Prenez soin de vous, c'est important, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin, salut.